Alors aujourd'hui, je vais vous parler de Symfony, en particulier de Symfony 4, la nouvelle version qui a un peu plus de 6 mois maintenant, qui vient de sortir. Alors, première question, qui parmi vous est développeur? Ok, nickel. Et qui parmi vous a déjà utilisé Symfony 2 ou 3 et Symfony 4? Ok, bon, bah, vous pouvez sortir parce que ça ne va pas vous servir à grand-chose. Alors, je suis le cofondateur d'une boîte qui s'appelle Letiel.coop. C'est une société autogérée qui appartient à 100% à ses salariés, qui divise tous les bénéfices en fin d'année, qui prend toutes les décisions ensemble, qui est à Lille et à Paris. On cherche des développeurs, je vais vous montrer ça juste après. Je fais également partie de la core team de Symfony, c'est pour ça que je suis là. Et je suis le créateur d'un autre framework qui est bâti au-dessus de Symfony, qui permet de créer des API REST et GraphQL. Donc ça tombe bien, si vous avez appris des trucs à la conf d'avant, vous allez pouvoir les appliquer assez facilement. Vous pouvez me suivre sur Twitter, sur GitHub, en utilisant mon nom de famille pour me rechercher. Donc Letiel, c'est à Lille, c'est autogéré. On fait plein de trucs super sympas, y compris des baby-foot, mais ce n'est pas forcément le principal. Si vous êtes intéressé pour travailler sur des projets open source, vous pouvez nous envoyer un mail, on va passer trop de temps là-dessus. Alors, pour développer et pour tester cette nouvelle version de Symfony qui change complètement le paradigme par rapport à l'expérience développeur par rapport à Symfony 3, en fait, j'avais développé, au moment où Symfony 4 était encore en phase de test, un petit site qui est d'actualité. Alors, qui parmi vous aime le foot ? Bon, pas moi, mais il fallait bien un truc pour tester. Du coup, ce site s'appelle factory.football et c'est actuellement en ligne. En fait, il y a des petits jeux sur Internet qui vous permettent de créer vos propres équipes de foot et puis de jouer les matchs, faire jouer les matchs avant qu'ils aient lieu. Et puis, si vos pronostics, en gros, sont les bons, vous gagnez des points. Et ces jeux-là marchent. C'est hyper pratique pour y jouer, d'avoir les statistiques sur les joueurs de foot. C'est ce que fait le site, et ça m'a surtout servi à illustrer les nouvelles fonctionnalités de Symfony 4. Donc tous les extraits de code que vous allez voir au cours de ce slide, au cours de cette présentation, sont extraits de ce petit site-là. Et comme vous pouvez le voir, ça a été développé dès les phases de création, de conception de Symfony. Ça me permettait entre autres de valider que l'expérience utilisateur, l'expérience développeur était la meilleure possible, que c'était le plus simple possible à utiliser, parce qu'on va voir que c'était un des gros enjeux de Symfony 4. Alors, commençons par qu'est-ce que c'est Symfony 4, quand c'est sorti, combien de temps ça va durer, qu'est-ce que c'est les différences avec Symfony 3. Alors, ça a été publié sous forme de version stable en novembre 2017. Ce sera maintenu jusqu'en juillet 2018 et les failles de sécurité seront corrigées jusqu'en janvier 2019. Okay, donc ça signifie que vous avez une vision claire de quand ça sort, parce que Symfony, c'est une des releases qui sont basées sur le temps. On sait précisément quand chaque version va sortir et combien de temps ça va être maintenu. Donc vous n'aurez pas d'excuse en juillet 2018 pour ne pas mettre à jour vers la version suivante de Symfony. Depuis, il y a une nouvelle version de Symfony qui est sortie, Symfony 4.1, qui apporte surtout des corrections de bugs, des petites fonctionnalités, mais qui n'est pas un renouvellement majeur de l'expérience comme a été Symfony 4, qui est sortie en mai, parce que les versions de Symfony, c'est assez simple. Une version mineure sort tous les 6 mois. Donc on sait déjà qu'on sortira Symfony 4.2, 4.3, etc. Alors, un truc qui est important à comprendre, c'est que Symfony, c'est un framework entreprise pour lequel on vous assure que vous ne serez jamais bloqué, vous pourrez toujours mettre à jour vers les versions suivantes du framework, y compris les versions majeures du framework. Du coup, dès qu'on ajoute une nouvelle fonctionnalité et surtout dès qu'on va supprimer une nouvelle fonctionnalité, en fait, on la déprécie. C'est-à-dire qu'on crée la nouvelle fonctionnalité, on ne retire pas tout de suite l'ancienne, mais on ajoute des erreurs qui vont s'afficher dans vos logs. Dites attention, vous utilisez des fonctionnalités qui vont être supprimées à partir de la prochaine version majeure suivante. Pour mettre à jour, allez voir telle page de documentation et vous allez voir comment faire. Tous les 2 ans, il y a une nouvelle version majeure de Symfony qui sort. Du coup, on sait que 2 ans après Symfony 4, on aura Symfony 5 qui sera sorti. À chaque nouvelle version majeure, on supprime toute la couche de compatibilité, toute la couche de dépréciation avec les fonctionnalités qui ont été dépréciées dans la version précédente pour simplifier et améliorer la code base. Par contre, il y a un truc très important, c'est que la dernière version d'une branche, par exemple ici Symfony 3.4, elle est toujours compatible avec l'ensemble de la branche 3.0. Donc actuellement, là, si vous travaillez avec Symfony 4.0, ça veut dire que Symfony 4.4, quand il sortira dans 2 ans, il permettra de faire tourner vos applications, c'est garanti, c'est promis par l'équipe qui maintient Symfony. Et la nouvelle version de la nouvelle branche, donc la version 4.0 ici, c'est toujours exactement la même que la dernière version
de la branche précédente, sauf que la couche de rétrocompatibilité a été supprimée. Okay, donc Symfony 3.4 et Symfony 4, c'est exactement le même code, exactement la même fonctionnalité, et tout ce que je vais vous montrer là, ça marche aussi avec Symfony 3.4, sauf que Symfony 3.4, il est rétrocompatible avec les versions précédentes, et Symfony 4, non, il ne marche qu'avec Symfony 4, pas du code précédent. Ok, c'est clair ça? Très bien. Dernière chose très importante, la dernière version de chaque branche, donc la version 3.4, c'est une version LTS. Et du coup, son temps de maintenance est beaucoup plus long. Donc en gros, si là, vous commencez un nouveau projet et que vous savez que vous devrez le maintenir pendant longtemps et que vous ne voulez pas investir pour faire les mises à jour à chaque version mineure tous les 6 mois, il vaut mieux partir sur la version 3.4. En l'occurrence, cette version 3.4, elle est sortie en même temps que Symfony 4.0, vu que c'est la même chose, c'est sorti le même jour avec la même code base, en novembre 2017, mais elle sera maintenue jusqu'en 2020, plutôt que juillet 2018 pour la Symfony 4.0. Okay, donc sur celle-là, vous avez beaucoup plus le temps de voir. Et si vous êtes sur des projets au cycle de développement un peu long, un petit peu en mode maintenance, vous pouvez juste, très facilement, il y a des outils qui permettent de le faire, passer de version LTS en version LTS. Donc vous pourrez avoir toutes les mises à jour, toutes les corrections de bugs sur Symfony 3.4 et faire la mise à jour relativement facilement vers Symfony 4.4 quand ça sortira dans 1 an et 6 mois maintenant. OK pour la release et comment ça marche et les garanties que vous donne le framework, ce qui est un des seuls frameworks PHP à le faire. Alors, grosse nouveauté de Symfony 4, c'est la manière dont on va l'installer et comment on va l'utiliser au quotidien quand on est un développeur, qui s'y retrouvait dans l'édition standard de Symfony 3, pour ceux qui faisaient du développement de Symfony 3, qui trouvaient ça clair avec les différents bundles, etc. Pas grand monde. Alors, dans Symfony 4, normalement, vous ne pouvez plus être perdu. On utilise Composer, c'est le gestionnaire de paquets standard en PHP, pour bootstrapper un petit projet, un petit squelette de projet dans lequel vous allez pouvoir coder et créer votre application. Pour ce faire, il n'y a plus qu'une seule commande à taper, il faut juste PHP et Composer sur votre machine. Vous tapez Composer Create Project Symfony Skeleton, le nom de votre projet, et vous allez avoir une structure de répertoire, un squelette, qui va vous permettre de développer là-dedans. Plus besoin d'installateurs spécifiques, plus besoin d'installer, plus besoin de récupérer des zips avec des dossiers, des structures de dossiers, etc. Tout est auto-généré par un nouvel outil que je vais vous présenter juste après qui s'appelle Symfony Flex. Donc on tape cette simple commande et on a toutes les dépendances de Symfony, on va voir qu'il n'y en a pas tant que ça, qui sont automatiquement installées, du code qui est généré, je vais y revenir juste après, et une petite doc dans la console qui vous explique comment faire pour lancer le serveur de développement intégré et commencer à travailler sur votre projet. Quand on tape cette commande qui lance le serveur de développement intégré à PHP, on arrive sur une page qui vous dit voilà, vous allez pouvoir développer là et vous allez pouvoir lire la documentation, ce qui paraît une bonne idée quand on découvre un outil. Dans ce squelette qui est installé par défaut par Symfony 4, deuxième gros changement, Symfony 4 c'est désormais un micro-framework par défaut. Ça signifie que quand vous installiez Symfony 3, vous avez toutes les fonctionnalités possibles du framework, et il y en a beaucoup, il y a une quarantaine de composants dans Symfony, qui étaient préinstallés, préconfigurés, et probablement énormément de choses que vous n'alliez jamais utiliser. Par exemple, si vous créez un projet Symfony pour faire une API, avec Symfony 3, vous aviez quand même le système de formulaire HTML que vous n'utiliserez probablement, qui était préinstallé, qui était disponible. Ce n'est plus le cas dans Symfony 4. Symfony 4 propose le même jeu de fonctionnalités que Symfony 3, mais va vous demander d'installer, de cherry-picker uniquement les fonctionnalités dont vous avez besoin. Donc ça part sur une structure hyper minimaliste, un jeu de dépendance qui est le plus petit possible, ce qui permet entre autres d'améliorer les performances un petit peu. Et puis ensuite, ça va être à vous d'activer au coup par coup les fonctionnalités dont vous allez avoir besoin pour votre projet. Du coup, par défaut, c'est les seules dépendances, c'est le composer.json du squelette Symfony 4 qui est installé par la commande précédente. Et vous voyez qu'il y a très très peu de dépendances. Il y a l'outil console de Symfony, le composant console de Symfony qui va servir à l'outil en ligne de commande. Il y a Symfony Flex dont je vais parler juste après. Il y a le framework bundle, c'est la glue entre tous les composants, mais sans les composants. En fait, il va être capable de détecter quand on installe les nouveaux composants et de les activer. Et puis il y a un parseur YML, et c'est à peu près tout. Si on regarde on utilise Composer pour avoir quelques stats sur ce qui est installé, on voit que, contrairement à Symfony 2, où il y avait tous les composants Symfony qui étaient installés par défaut, plus un peu d'autres bibliothèques qui étaient nécessaires à ces composants, là, on n'a plus que 20 paquets Composer, dont pas mal, les paquets PSR, sont juste des métapaquets ou des paquets qui contiennent uniquement des interfaces standards pour la compatibilité entre framework et projet. Du coup, quand vous installez Symfony 4,
Maintenant, c'est super simple, ça n'utilise plus que les outils standards et ça n'installe que ce qui est strictement nécessaire au fonctionnement minimal du framework. Et ensuite, ça va être à vous d'ajouter les autres composants Symfony, les bibliothèques PHP non Symfony que vous allez vouloir intégrer au projet, ou les bundles Symfony, donc les extensions spécifiques à Symfony. Vous allez pouvoir faire ça super facilement. Deuxième grosse différence, la structure de dossier de Symfony 3 était assez complexe pour les débutants, assez profonde, et puis finalement pas forcément utile sur tous les projets. Dans Symfony 4, il y a eu un énorme ménage qui a été fait, et lorsqu'on utilise Flex pour installer, pour bootstrapper notre projet, on a une structure de répertoire qui est minimaliste. On a un dossier bin qui va contenir l'outil en ligne de commande de Symfony qu'on va tester juste après, qui offre pas mal d'outils de débugage et qui vous permet d'écrire vos scripts en ligne de commande. On a un dossier config qui contient toute la configuration des composants Symfony et des bibliothèques externes PHP que vous allez pouvoir installer avec les nouveaux outils par Symfony 4. Et grosse nouveauté, la config a été éclatée par paquet. C'est-à-dire que vous avez un fichier de config pour le routing, un fichier de config pour le serializer, un fichier de config pour les formes, alors qu'avant, il y avait juste un gros fichier de config monolithique. On va voir que c'est assez pratique pour l'outil d'installation de dépendance que je vais vous présenter juste après. On a toujours un dossier public qui va être celui qui est exposé publiquement sur votre serveur web et qui contient uniquement le front controller et après vos assets JavaScript, CSS, HTML, etc. Et un dossier SRC qui contiendra votre code source. Et maintenant, il n'y a plus de notion de bundle dans Symfony, excepté pour les plugins externes au framework. Mais dans vos projets, il n'y a plus de bundle. Toute votre logique métier, vous allez l'organiser comme bon vous semble, en suivant les structures, DDD ou autres qui vous intéressent, à la racine du dossier SRC dans un namespace qui s'appelle app. Du coup, il y a extrêmement peu de fichiers à comprendre. C'est vraiment très très simple, même quand on n'a jamais fait de Symfony, de voir comment ça marche, comment ça s'articule et comment le framework s'initialise lui-même, grâce au fait que maintenant on utilise le micro-framework par défaut, qui remplace Silex. Qui parmi vous avait déjà utilisé le micro-framework Silex? Ok, alors du coup, Symfony 4, c'est un mix. Ça offre toutes les possibilités que donnait Symfony 3, y compris la gestion avancée de doctrine, des formes, etc., qui était un peu compliquée avec Silex, mais c'est une approche qui est très très similaire à Silex. Donc finalement, c'est un mélange des deux, et maintenant Silex est déprécié. Ce qui est conseillé, c'est d'utiliser Symfony 4, que l'on va y faire une micro-application, ou qu'on va y faire une application full stack. Le Symfony 4 a pour objectif de répondre à ces deux besoins-là en même temps avec la même code base. Donc là, on peut voir à quoi ressemble le fichier kernel.php qui est généré par l'installateur et qui est le seul fichier par défaut dans le dossier SRC. Donc il utilise un trait qui est fourni par Symfony, qui charge ce fameux micro-kernel. Et ensuite, on a quelques méthodes préconfigurées qui contiennent presque rien, si ce n'est où trouver les dossiers dont on va avoir besoin, où stocker notre cache, où stocker nos logs, quel bundle, donc extension Symfony, on va enregistrer par défaut, comment configurer le conteneur, donc quel service on veut enregistrer dans notre conteneur d'injection de dépendance, et comment configurer notre routeur. Et c'est tout ce qui est nécessaire à bootstrapper le framework Symfony avec ce microkernel. Du coup, grosse autre nouveauté, Symfony Flex. Symfony Flex, c'est un plugin Composer. C'est lui, en fait, qui a pris la main à la fin de l'installation des dépendances quand on a fait Composer, Create Project, Symfony /Skeleton, et qui va se hooker à la fin du processus de Composer et qui va être capable de détecter quels sont les paquets qui ont été installés et de les enregistrer comme il faut dans le framework Symfony et de générer la config ou le code ou les assets dont pourraient avoir ces paquets-là. C'est une solution qui est complètement générique, qui va permettre, contrairement à Symfony 3, d'auto-installer et d'auto-générer les outils dont on a besoin. Par exemple, on peut faire Composer require JWT pour avoir le support de JWT. On va avoir le bundle qui va être installé, enregistré, puis ces fichiers de config par défaut qui vont être pré-générés. Donc il n'y a plus besoin de suivre des readme de 500 lignes qui ne sont pas forcément à jour et qui sont un peu compliqués. Maintenant, on peut installer les dépendances juste en tapant une simple commande. Autre nouveauté, on va être aussi capable de supprimer une dépendance et toute la config et ces fichiers qui ont été générés lors de l'installation. Du coup, c'est très facile de tester un plugin, un bundle, de voir si ça convient. Si ça ne marche pas, on tape Composer remove, le nom du plugin du bundle, et il n'y a plus de traces, on est revenu dans l'état précédent. Et cet outil, donc, qui sert à la fois à l'installation de Symfony et à l'installation des bibliothèques PHP qu'on va greffer dans Symfony, remplace complètement l'édition standard de Symfony 3 qui est dépréciée et qu'on ne devrait plus utiliser. Pour lui permettre de fonctionner, il y a une notion à introduire, c'est les recipes flex. En fait, c'est des recettes, hein, le mot est transparent, qui vont dicter à Flex quel fichier générer sur le disque
comment les configurer, comment enregistrer cet outil dans les variables d'environnement, dans les bundles, dans les makefiles, si on utilise une extension de Flex qui est disponible en plus. Du coup, ces fichiers de recettes sont open source, sont stockés sur un dépôt Symfony et permettent d'indiquer quelles opérations de post-installation il faut effectuer à chaque fois qu'on installe une bibliothèque, qu'elle soit une bibliothèque Symfony ou une autre bibliothèque PHP. Il y a des recettes maintenant, il y en a plusieurs centaines pour tout un tas de bibliothèques qui n'ont rien à voir avec Symfony. Ça peut être par exemple Fly System de The PHP League qui est une recette ou ce genre de choses. Il y en a deux versions. Il y a des recettes officielles avec des logiciels jugés de qualité dont les recettes et l'intégration avec Symfony est garantie par la core team et par l'ensemble de l'équipe qui maintient Symfony. Et il y a des recettes contrib où là, n'importe qui, y compris vous, peut créer sa propre recette pour un paquet qui peut être le sien ou qui peut en être un autre et le proposer à la communauté. Du coup, la communauté pourra l'installer juste en tapant composer require le nom du paquet. Si la recette est émergée dans ces paquets contrib, vous pourrez en bénéficier. Vous pouvez proposer les vôtres. Alors, à quoi ça ressemble une recette? C'est juste un fichier de JSON, comme ça, qui décrit quels sont les fichiers à copier, donc on peut embarquer dans la recette sur le disque lors de l'installation de la dépendance, quelles sont les commandes à exécuter une fois que l'outil a été installé. Par exemple, on pourrait exécuter OpenSSL pour générer une clé lorsqu'on installe le plugin JWT. Quelles sont les variables d'environnement dont on va avoir besoin pour le projet, et quelles sont les choses à rajouter dans le fichier Gitignore. On a un peu plus d'options qui sont disponibles, mais en gros, c'est comme ça que marche une recette, et c'est grâce à ce fichier que les fichiers vont être générés lorsqu'on va taper Composer Require et que le plugin Flex va être exécuté. Alors ça change de manière extrêmement importante l'expérience de développement avec Symfony. Avant, si vous installiez Symfony en mode micro-framework par vous-même et que vous vouliez ensuite installer Twig, vous aviez au moins 5 ou 6 fichiers de configuration et fichiers type template de base, etc. à créer sur le disque, ce qui n'était pas forcément hyper évident. Du coup, tout le monde utilisait l'édition standard et tout le monde avait 1 million de dépendances qui lui servaient probablement à rien. Là, maintenant, vous tapez Composer Require Twig ou Twig/Twig, Twig PHP/Twig, le nom complet. On va voir qu'il y a un système d'alias dans Flex. En fait, les paquets officiellement supportés par Symfony ont des noms courts. On a un paquet Twig, on a un paquet API qu'on verra plus tard, etc. Les dépendances sont téléchargées et installées par Composer comme d'habitude, sauf que vous voyez qu'à la fin, en plus, Flex lit ce fichier manifeste et puis va générer le code qui va bien. Donc là, on nous dit que le code qui a été généré, c'est le nôtre, il est fait pour être édité, il ne sera pas mis à jour automatiquement, en tout cas pas pour le moment. Du coup, c'est à vous, vous pouvez le modifier, l'adapter, en faire ce que vous voulez. Ça, c'est la recette Flex, donc c'est toujours pareil. Là, on dit on enregistre le bundle, on copie quelques fichiers et on enregistre les alias. C'est ce qui nous permet que Composer Require Twig, ça fonctionne. On pourrait utiliser Twig template ou templates ici. Et on voit que Flex a modifié quelques fichiers et on a créé quelques nouveaux, en l'occurrence le fichier de config ici. Il a créé une route qui va nous permettre de générer les exceptions avec Twig. Il a modifié le fichier symfony.log qui sert à savoir quelle version des recettes vous n'avez pas besoin d'y toucher. Et il a créé le template de base de Twig. On peut regarder ces fichiers, et là, on a une installation de Twig qui est complètement fonctionnelle. Si on tape avec ces fichiers-là, qui ont été générés, donc le template de base, les routes, etc. Si on tape Composer, Remove, Twig, tous ces fichiers-là vont automatiquement disparaître. Alors, pour ce petit site que je vous ai montré au début, bien sûr, on n'a pas besoin que de Twig. Du coup, il a fallu qu'on installe un petit peu plus de dépendances. Et vous avez tout ce que vous avez l'habitude de trouver dans Symfony, plus les outils de la communauté qui sont très populaires dans l'écosystème PHP, qui disposent d'alias spécifiques. Donc, vous avez un alias pour le serializer Symfony, vous avez un alias pour ajouter le support des annotations, mais c'est à vous de choisir exactement ce que vous voulez. Et vous avez aussi un alias pour l'ORM qui va installer Doctrine ORM. Qui ne fait pas partie du projet Symfony directement. Si jamais vous ne voulez pas avoir à faire ces choix, et que vous voulez juste faire comme en Symfony 3, mais bénéficier quand même de l'expérience développeur de Flex et des recettes que vous pouvez installer, etc., etc., vous pouvez taper Composer Require Symfony Website Skeleton, et en fait, tous les paquets qui étaient présents dans Symfony 3 vont être réinstallés. Et là, du coup, vous pouvez quand même faire l'opération inverse, tout installer avec ce méta-paquet-là, et ensuite taper Composer Remove des dépendances dont vous êtes sûr que dont vous n'aurez pas besoin. Par exemple, vous ne voulez pas de logger, pas de monologue, on va y revenir après, parce que vous utilisez Google Cloud Platform ou AWS et vous utilisez leur mécanisme de log interne. Vous pourrez taper Composer Remove Monologue et vous aurez juste monologue en moins. Vous avez les deux approches qui sont toujours disponibles. Personnellement, je préfère beaucoup partir du micro-framework et n'installer que ce dont j'ai besoin. Alors,
Ça, c'est sur la partie installation, sur la partie recette. Maintenant, autre très gros changement sur l'expérience développeur. Vous allez voir que l'objectif, c'était de simplifier énormément le développement Symfony sans compromis avec l'extensibilité, la possibilité de faire de la clean architecture, du code propre, etc. En fait, en améliorant même ces possibilités-là. Deuxième énorme changement dans Symfony, c'est dans Symfony 4, c'est la refonte complète du composant d'injection de dépendance et du mécanisme de contrôleur pour tirer parti de l'auto-wiring. L'idée, quand on a travaillé sur ça avec l'équipe Symfony, quand on a commencé à bosser sur Symfony 4 et son expérience développeur, c'est que par défaut, on doit pouvoir se concentrer sur notre logique métier, on doit juste pouvoir écrire le code dont on a besoin pour notre projet, qui est la vraie plus-value qu'on va apporter à notre client, sans avoir à éditer 1 million de fichiers de config, en pouvant faire du refactoring très facilement, mais en même temps, en ayant la possibilité à un moment de locker les choses, si on le souhaite, de figer un petit peu les choses, et puis surtout, en gardant ce qui fait le succès de Symfony, la possibilité d'utiliser toutes les bonnes pratiques de développement, de programmation orientée objet, etc., sans introduire de quirks comme dans Dot Framework PHP populaire, dont on taira le nom. Du coup, le gros du boulot pour arriver à ça, il a eu lieu sur le composant d'injection de dépendance. Maintenant, votre point d'entrée dans vos applications, c'est toujours un contrôleur, et ça va être un contrôleur HTTP ou une commande en ligne de commande, donc une classe commande de Symfony qui est en MVC, qui est finalement le contrôleur aussi. Ces classes-là, dans Symfony 4, elles sont détectées par défaut, enregistrées en tant que service, ce qui n'était pas le cas dans Symfony 3. En Symfony 3, les contrôleurs ne sont pas des services, en Symfony 4, ils le sont toujours, et l'auto-wiring est activé dessus par défaut. Alors, qu'est-ce que ça signifie? Qui parmi vous a déjà utilisé l'auto-wiring de Symfony? OK. En gros, l'auto-wiring, ça signifie que quand on va créer une classe, ce qui est le cas ici, on va indiquer, grâce au typins PHP, quelles sont ses dépendances. Et par défaut, le conteneur va se débrouiller pour trouver ces dépendances, les instancier et les enregistrer elles-mêmes en tant que service. C'est-à-dire que j'écris cette classe, j'écris ce constructeur ici, où j'ai besoin de Twig et j'ai besoin de Doctrine, et soit parce qu'elles ont été enregistrées par les bundles, soit parce que la classe existe sur le disque et n'a pas d'instance pour le moment, sans écrire aucune configuration, le contrôleur est détecté, c'est le point d'entrée, il est enregistré en tant que service, il va être exécuté automatiquement, et ces dépendances sont détectées au moment de la compilation du conteneur et sont injectées si elles existent déjà dans le conteneur d'injection de dépendance, ou créées, donc un nouveau service pourrait être créé pour Doctrine ou pour Twig, alors en l'occurrence ce n'est pas le cas parce que bien sûr sont enregistrés par les bundles, pour que vous n'ayez pas à définir vous-même dans des fichiers YAML ou XML quelles sont les dépendances et quelles sont les dépendances des dépendances et quel est le graphe de dépendance. Tout va être construit tout seul, donc vous créez cette classe et c'est magique, ça marche. C'est ça l'auto-wiring et c'est ça l'expérience zéro config dans Symfony 4. Alors, vous pouvez aussi le faire. Donc, ce qui importe dans ce gros contrôleur-là, c'est juste notre constructeur. Et c'est grâce à la réflexion, en fait, mais ça n'a aucun impact au runtime, parce que tout est fait lorsque l'on compile le conteneur, qui est une phase de compilation dans Symfony qui permet d'améliorer énormément les performances, que les dépendances vont être trouvées, déclarées. Autre changement dans Symfony 4, maintenant, ce qui est recommandé, c'est que le nom du service, c'est le nom de sa classe, s'il n'y en a qu'une seule instance, bien sûr, sans quoi ça ne peut pas fonctionner. Et quand vous avez un service qui a le nom d'une classe, automatiquement, l'auto-wiring va l'utiliser. Et cette convention-là est hyper pratique parce qu'elle permet de réduire énormément les dépendances qu'on va devoir écrire, et la configuration qu'on va devoir écrire. Contrairement à la Ravel, tout est fait à la compilation, pas de pénalité en termes de performance à l'exécution. Dans Symfony 4, il y a une deuxième manière de faire. Au lieu d'injecter vos services directement dans le constructeur de la classe, dans les contrôleurs uniquement, vous pouvez injecter les services directement dans la méthode d'action, index action, ce genre de choses. C'est un axe qui est déprécié maintenant. Vous pouvez utiliser les méthodes invocables ou juste malist, voilà, un nom explicite, il n'y a plus besoin de le suffixer par action comme c'était le cas. Donc, si vous type-intez des classes, par exemple l'environnement ici, ou registrez dans une action directement dans les contrôleurs, ça va être injecté aussi tout seul, sans qu'il y ait besoin de configuration à écrire. Si vous préférez, vous voulez porter du code à l'ancienne, vous avez aussi toujours le abstract controller et ça va se fonctionner exactement pareil avec les méthodes proxy que dans Symfony 3. Différence, maintenant, il ne faut plus jamais utiliser le conteneur d'injection de dépendance directement. C'est considéré comme quelque chose d'interne au framework et vous ne devriez plus avoir de this, conteneur, get, ceci dans votre code à vous, ce qui permet entre autres de réutiliser votre code dans n'importe quel projet PHP, même s'il n'utilise pas Symfony, de le tester de manière unitaire, de manière beaucoup plus simple. Enfin, c'est beaucoup plus propre que ce qu'il y avait avant. Donc le conteneur, maintenant, c'est pour Symfony, c'est en interne. Vous n'avez plus à le manipuler directement dans vos classes. Vous devez toujours utiliser l'injection de dépendance, même pour les contrôleurs, même pour les commandes.
Alors, il y a énormément de boulot qui a été fait sur le conteneur d'injection de dépendance. Bien sûr, je n'aurai pas le temps aujourd'hui de tout vous présenter. Il y a une conférence de Nicolas Grecas, qui est un des mainteneurs de Symfony également, spécifique sur les changements du composant injection de dépendance dans Symfony 4, qui a été faite à la SymfonyCon de cette année, qui est vachement bien, que je vous invite à regarder sur YouTube si vous avez l'occasion. Dans les changements extrêmement importants, il y a aussi le support par défaut des variables d'environnement. On va y revenir un tout petit peu après. Il y a ce qu'on appelle l'autoconfiguration. Donc, quand votre classe implémente certaines interfaces, on va être capable d'ajouter automatiquement les tags qui vont bien. Typiquement, maintenant, pour créer une extension Twig, vous avez juste à implémenter, à étendre la classe abstraite des extensions Twig, et vous n'aurez rien d'autre à coder, rien d'autre à configurer, pas de tag à ajouter manuellement. Tout va être détecté automatiquement, donc il n'y a vraiment plus aucune configuration. Vous avez des nouvelles syntaxes qui permettent de dire, voilà, je vais injecter mes paramètres que dans tel argument du constructeur en utilisant la notation $ que vous voyez là. Tous les services sont privés par défaut. Du coup, ça fait lien avec ce que je disais, le conteneur, vous n'avez plus à l'utiliser vous directement. Ça permet d'améliorer les performances. Et on a le support de la PSR 11, qui est une interface générique pour gérer les conteneurs qui a été implémentée par quasiment tous les frameworks, y compris Laravel. Autre grand changement dans Symfony 4, la compatibilité avec les plateformes, gros boulot là-dessus, avec les plateformes de cloud, les environnements dits cloud natifs, et avec Docker. Alors, qui parmi vous héberge encore ces applications en déployant en FTP à l'ancienne? Personne qui utilise Docker? Ok, c'était quand même assez important. Et qui utilise Amazon ou Google ou GCP ou Azure? Ok, pas encore tant que ça. Bon, en tout cas, dans Symfony 4, il y a tout ce qu'il faut maintenant pour déployer vos applications Symfony en suivant les bonnes pratiques, en suivant la philosophie 12 Factor App, etc., sur Heroku, sur AWS, sur GCP, sur Kubernetes, en utilisant Kubernetes, etc. Ça a été un des gros boulots. Donc, la configuration, il n'y a plus les fichiers YAML un peu propriétaires de Symfony pour gérer la configuration. Maintenant, ça utilise, comme à peu près tout le monde, à peu près toutes ces plateformes-là, les variables d'environnement. Il y a un nouveau composant qui a été ajouté, qui s'appelle .env, qui permet de parser les fichiers .env que vous allez pouvoir utiliser en développement uniquement. Du coup, par défaut, vous n'avez pas besoin de vous embêter à configurer les variables d'environnement sur votre système. Vous pouvez juste les ajouter dans ce fichier qui est pré-généré, qui s'appelle .env, et ça va fonctionner. En prod, bien sûr, il faut utiliser des variables d'environnement ou le système qui va hydrater les variables d'environnement qui vont bien, par exemple Kubernetes, qui fait ça très bien. Ça marche avec Heroku, plateforme, etc., etc. Il n'y a plus le parameters.yaml. Autre truc, les logs. Monolog, c'est une très bonne bibliothèque qui permet de faire plein de choses, mais avec l'apparition de ces plateformes-là et de Docker en particulier, vous avez souvent plusieurs nœuds pour la même application. C'est super chiant avec Monolog de centraliser les logs, par exemple, de vos deux nœuds PHP, FPM ensemble. La plupart des outils, y compris Docker, propose des outils de centralisation. Vos applications ont juste à écrire sur la sortie d'erreur standard et c'est le système sous-jacent qui va collecter tous les logs. GCP a un outil similaire qui s'appelle Stackdriver. Voilà, quelque chose d'hyper standard et finalement d'hyper facile. Du coup, Symfony 4, par défaut, il écrit plus de fichiers de logs. Il envoie les logs sur la sortie standard en considérant que c'est votre plateforme type Kubernetes ou Docker qui va collecter les logs et qui va les regrouper, et qui va vous permettre de les analyser, de les traiter par la suite. Bien sûr, si vous voulez fonctionnement à l'ancienne, vous pouvez toujours installer vous-même Monolog, ça continue de fonctionner. Du coup, quand on lance notre petit serveur web de développement intégré, on voit que maintenant les logs sont directement sur la console. Alors, sur du serveur dédié, ce n'est pas forcément l'idéal, mais si vous utilisez du cloud ou du conteneur, c'est probablement l'idéal. Parlant de support Docker, maintenant, Symfony 4 est installable en utilisant un projet qui, pour l'instant, n'a pas été mergé dans l'orga Symfony, mais qui le sera probablement à un moment ou à un autre, en utilisant juste Docker. Donc vous allez, là, pour l'instant, c'est sur mon GitHub, vous récupérez ce fichier zip, il contient quelques images Docker minimalistes, et ça va vous permettre, sans avoir même PHP sur votre machine, d'installer PHP Composer, etc., sous forme d'image Docker, de lancer en mode développement, d'utiliser pour lancer vos tests dans votre serveur d'intégration continue, et puis d'utiliser les mêmes images pour les déployer dans votre setup Kubernetes, par exemple. Donc tout ce que vous avez à faire, parce que Symfony a été changé en profondeur pour être compatible avec toutes ces technologies-là, c'est de récupérer le zip, taper Docker Compose Up, Composer et Flex vont s'exécuter, vous allez avoir tout ce qu'il faut pour déployer votre appli Symfony dans le cloud. Si on le lance, on voit que sont intégrés le support d'HTTP2 et d'HTTPS, qui est pratique pour tester en local nos service workers, par exemple. Et puis, pour tester un service worker en JS, on est obligé d'avoir HTTPS. Les fonctionnalités HTTP2 de Symfony que je vais vous présenter juste après, c'est du teasing. Et puis, pour ne pas avoir les warnings qui sont un peu embêtants de Chrome et Firefox qui vous disent attention, vous avez un champ mot de passe, mais ce n'est pas du HTTPS et qui pète votre intégration, qui sont chiantes pour vos intégrateurs. Bon, bah là, vous avez tous les outils de développement dans cette image Docker qui vont vous permettre de tester en mode moderne HTTPS, HTTP2.
Il y a aussi plein d'autres trucs qui ont été faits pour que ce soit plus facile à utiliser Symfony avec ces infrastructures-là. La possibilité de gérer les secrets, les mots de passe, les clés privées, les clés OpenSSL, etc. C'est jamais une bonne idée de les exposer en tant que variable d'environnement. Ça peut poser des problèmes de sécurité. Souvent, on utilise des fichiers dans lesquels on stocke ces secrets. Et les plateformes de cloud type Kubernetes ou Docker ont des mécanismes natifs de stockage des secrets qu'est capable d'utiliser Symfony maintenant. Les conteneurs, avant, ils étaient compilés lors de la première requête sur Symfony, ce qui pouvait poser des problèmes de cache warm-up, et surtout, ça demandait à ce que les disques soient en lecture-écriture sur les serveurs. C'est plus le cas avec Symfony 4, vous pouvez compiler le conteneur sur votre serveur d'intégration continue, et puis déployer le conteneur que vous avez déjà précompilé, et ça fonctionne. On a le support des builds reproductibles, qui est aussi, quand on est capable, si on lance 2 fois la commande clear cache de Symfony, on aura toujours exactement le même résultat dans les dossiers, donc ça fait que c'est hyper facile à tracer, c'est hyper facile à faire des images Docker qui sont complètement immutables. Et il y a le support de PHP PM, sur lequel je ne vais pas m'attarder, mais qui va améliorer énormément les performances, parce que ça permet de couper le système Fire and Forget de PHP, c'est-à-dire qu'on va avoir un serveur d'application, un process qui va tourner en arrière-plan et qui va servir les requêtes un peu comme on fait en Java, etc., qui est en train d'être supporté par Symfony. Donc maintenant, vous pouvez prendre votre appli Symfony, la déployer sur GCP, sur Heroku, etc., super facilement, alors qu'avant, c'était un petit peu compliqué avec Symfony 3. Autre nouveauté, qui parmi vous ne fait que du PHP ? Ça ne va pas durer longtemps. Qui parmi vous développe avec des outils comme Vue, Angular, React ? Qui est beaucoup. Sur les applications web modernes, autant PHP a encore pas mal d'intérêt pour la partie côté serveur, autant à un moment, quand on veut faire des applications riches, on va avoir besoin, rien que pour les formulaires, à un minima d'un petit peu de JavaScript. Et dans la plupart des cas, on va quand même avoir tendance à créer des progressive web apps, des SPA. Il y a un talk après sur ça. Il y a énormément de talks là-dessus. Bon, c'est l'amélioration des navigateurs et de JavaScript lui-même fait que pour une expérience utilisateur agréable, le front, à minima, va être entièrement JavaScript. Du coup, Symfony souhaite bien sûr tirer parti de ces éléments-là. Et il y a un nouveau composant qui a été introduit dans Symfony 4 qui s'appelle Symfony Encore et qui est le premier composant de Symfony qui est écrit en JavaScript. Peut-être pas le dernier, d'ailleurs. Et ce composant-là, en fait, il permet d'utiliser Webpack super facilement avec Symfony. Qui a déjà fait une config Webpack à la main ? OK, des courageux, bravo à vous. C'est un outil très très bas niveau, Webpack, qui n'est pas forcément évident à utiliser directement et qui est souvent intégré dans des couches plus haut niveau, Crit, React App pour React, Vue, CLI, etc. Dans Symfony, maintenant, il y a un composant qui n'a rien à voir avec le framework Symfony lui-même, qui peut être utilisé dans tous vos projets. Et ce composant, il vous permet très très facilement de générer une config pour minifier vos assets, transpiler votre JavaScript en votre OS 6 en JavaScript compréhensible par les navigateurs, compiler votre JSX, etc., etc. Donc vous avez un outil qui vous permet super facilement de gérer du JavaScript moderne pour votre front dans Symfony. Vous installez le paquet Composer si vous souhaitez utiliser la recette Flex. Ça va générer les fichiers de config par défaut dont on a besoin. Ça peut s'installer sous paquet NPM simple si on veut aussi. On installe les dépendances dont on a besoin avec yarn install, la fois un gestionnaire de paquets front, bien sûr, yarn ou NPM. Puis ensuite, on a un fichier hyper simple. Alors pour ceux qui ont fait du Webpack, ça va générer tout ce qu'il faut. Trouver vos assets vos fichiers JS et CSS non compilés, non minifiés, et déclencher toute la build chain. C'est hyper simple à prendre en main. Si vous avez déjà fait du Webpack, vous devez vous dire que ça va vous simplifier la vie. C'est aussi compatible avec les vieilles applications, si on n'utilise pas encore React, Vue, etc., qui sont supportées, bien sûr. On peut aussi s'en servir pour remplacer Ascetic et compiler nos vieux trucs faits en jQuery, juste en utilisant cette syntaxe issue de Webpack, et c'est hyper simple et c'est hyper facile. Ensuite, on a une commande, build env. Ça va lancer un serveur de développement, ça va recompiler automatiquement les assets à chaque fois qu'on modifie nos JS, etc. Encore env et encore production, ça va générer un build optimisé pour être stocké dans un CDN et pour avoir des performances les meilleures possibles. Donc voilà, c'est un système de gestion d'assets moderne, fait en JavaScript pour JavaScript, mais qui s'intègre parfaitement avec Symfony. On peut très très facilement les charger dans vos templates Twig. Donc vous pouvez faire des progressive web apps complètement autonomes ou intégrer votre JS avec Twig en utilisant ces outils assets là qui sont fournis ici. HTTP 2,
grosse nouveauté aussi, il fallait qu'il y ait le support natif de HTTP2 dans Symfony. Alors en fait, il n'y a pas grand-chose à faire. J'ai un talk dédié, si un jour vous venez à Lille, vous pourrez le voir, je le fais souvent, sur HTTP2 et sur Symfony. Mais il y a un truc qui est vachement bien, il y a deux specs du W3C qui permettent de tirer parti d'une nouvelle capacité de HTTP2, c'est de dire, dès la première requête, tu me demandes index.html, mais moi je sais que tu auras besoin aussi de index.js et de app.css. Du coup, je te push ces deux fichiers-là directement avant que toi, navigateur, tu sais que tu en auras besoin, ce qui permet de grouper tout dans une seule requête HTTP et de ne pas attendre que le navigateur ait commencé à parser le HTML pour seulement déclencher une nouvelle requête. Et bien avec Symfony, vous pouvez faire ça hyper facilement si tant est que votre serveur web a été configuré pour tirer parti de ça. Nginx et Apache savent le faire. Vous utilisez ce nouveau helper twig qui s'appelle preload. Et automatiquement, en faisant ça, là, ce fichier CSS et ce fichier JS vont être pushés en même temps que en même temps que le fichier HTML d'origine au client. Et le client n'aura pas à le télécharger une fois qu'il va en avoir besoin. Ça va être préchargé dans le cache du navigateur. Donc si on regarde avec la console de Chrome, on peut voir qu'il y a 0 de temps de latence pour récupérer ces fichiers-là. Forcément, ils ont été envoyés en même temps et on peut voir que ça a été initié par push. Donc en fait, ça a été le serveur qui savait qu'il y aurait besoin de ça et qui a donné ce int, qui a donné ces données directement au client. Donc ça, c'est super bien pour booster à moindre coût un helper twig à utiliser la performance de vos applications. Autre nouveauté dans Symfony 4, donc vous voyez, hein, c'est Coupe du Monde, on fait le sprint et on essaye de voir tout ce qui va nous améliorer notre expérience de développement. Maintenant, il y a des paquets qui sont supportés officiellement par Symfony et qui sont considérés comme la bonne pratique, l'outil à utiliser. Ceux qui ont fait du Symfony ont probablement galéré à choisir lequel parmi les 15 admin générateurs que le système de gestion de back-office de Symfony utilisait parce qu'il n'y en avait pas par défaut fournis dans Symfony. Maintenant, pour quelques grands projets liés à Symfony, la Core Team Symfony fait des choix et vous recommande d'utiliser tel ou tel outil. Donc, il y a un choix pour l'ORM, c'est Doctrine. Il y a un choix pour le générateur d'admin, qui est Easy Admin Bundle. Il y a un choix pour le système d'API, qui est API Platform. Et ce sera des solutions qui sont recommandées, qui sont en train d'être documentées nativement dans le framework, qui sont très simples à installer et qui sont garanties, maintenues par la Core Team de Symfony. Donc, si vous voulez un back-office, maintenant avec Symfony 4, vous tapez juste Composer Require Admin. Dans votre fichier de config, vous listez pour quelle entité vous voulez votre admin. Et puis vous obtenez un système d'administration qui marche en ayant juste eu ces quelques lignes de code à faire là. Grâce à Flex, pas de config à créer, etc. Il y a une recette Flex officielle qui va le générer. Si vous voulez une API, vous marquez votre entité Doctrine, ou pas d'ailleurs, vous marquez votre entité avec API ressources, c'est la notation qui est fournie là. Vous tapez Composer Require API, et puis vous avez une API Quad complètement fonctionnelle qui supporte et REST avec les formats modernes, JSON ALD, JSON API, etc. et GraphQL, et qui marche. Voilà, donc c'est en termes de développement rapide, avec Symfony 4, vous avez des outils qui vous permettent de tirer parti des meilleurs outils de la communauté hyper facilement en n'ayant quasiment pas de code à écrire finalement. Et toujours dans cet esprit-là, il y a un autre nouveau composant qui a été ajouté à Symfony qui s'appelle Maker Bundle, qui va vous permettre de scaffolder vos applications super facilement. Donc, il y avait déjà des outils similaires qui étaient un peu dépréciés, un peu vieillots dans Symfony 3. Ils ont été réécrits complètement. Et si ça veut bien, non. Est-ce qu'il y a possibilité? Merci. Alors, est-ce que vous voyez quelque chose? C'est bon? OK, donc vous tapez Composer Require, alors ici je prends le système d'API, et Maker, c'est le générateur de code. Ce générateur de code, donc là on installe la recette Flex, c'est vraiment un des gros points de Symfony 4, on va chercher toutes les dépendances dont on a besoin, on va installer cet outil en ligne de commande. Cet outil en ligne de commande, il est capable super facilement de nous créer tout un tas de choses que je vais présenter juste après. Là ici on va créer une nouvelle entité. Cette entité, on va dire qu'on va créer notre petit site de foot, donc c'est un joueur de foot. On nous pose quelques questions, quel est le nom de l'entité, quel champ on veut, on pourrait gérer les relations, on peut gérer les différents types de champs, on peut gérer pas mal de contraintes de ce type-là. OK, donc là j'ajoute un champ nom pour le joueur, un champ integer, un champ number qui serait le numéro du joueur, et puis Maker va générer ce code. Il génère une entité Doctrine. Ici, j'ai activé le mapping API Platform. Du coup, j'ai une entité Doctrine qui est générée. Je crée la base de données qui correspond, la table et les colonnes de la base de données qui correspondent. On peut voir que sur le disque, j'ai une nouvelle entité qui est propre, qui est en PHP 7 avec les typings, etc., qui a été ajoutée, avec le mapping Doctrine qui vont bien, le mapping API Platform qui vont bien, les getters et les setters.
API Platform est installé par défaut sur l'adresse /API, parce que j'ai tapé Composer Require API. Juste en ayant fait ça, avec cet outil-là, où finalement j'ai écrit 0 ligne de code, j'ai une API REST moderne, hyper média, qui supporte JSON-LD, GraphQL, etc., qui fonctionne, qui me permet de gérer mes joueurs. Et j'ai fait ça en moins d'1 minute. Alors bien sûr, ça marche que pour démarrer vos projets, ça marche bien que pour faire du prototypage, pour faire du développement rapide, pour tester une idée. Ça marche aussi pour prendre le code et puis ensuite l'améliorer. Mais à un moment ou à un autre, quand votre application va grossir, il va falloir que vous mettiez les mains dans le cambouis. Et là, vous allez retrouver toute la flexibilité et toute la puissance de ce que permet toujours Symfony 2 et Symfony 3. Donc le gros sujet dans Symfony 4, ça a été de faire en sorte que vous puissiez faire tout ce que vous pouviez déjà faire, tous les projets complexes entreprises avec une structure très forte, DDD, event sourcing, tout ce que vous voulez, mais qu'en même temps, la première expérience pour les développeurs, ce soit hyper simple et que si vous voulez faire un prototype, il n'y a pas besoin de passer par d'autres frameworks, il n'y a pas besoin d'utiliser Silex, il n'y a pas besoin d'utiliser Laravel, vous pouvez le faire aussi directement avec Symfony. Merci. Je ne sais pas si on a le temps pour des questions. On n'a pas le temps, mais merci beaucoup. Et j'espère que vous allez tester cette version.